Une pétition pour l'instauration d'un référendum d'initiative citoyenne par modification de la Constitution actuelle a été récemment transmise par l'association Article 3 à la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Au-delà du jugement très mitigé que notre collectif porte sur le texte de cette pétition, il nous a paru particulièrement intéressant d'étudier en détail la réponse apportée par la Commission à l'association demandeuse. Car nous allons voir que les arguments exposés par cet organe oligocratique, la Commission des lois de l'Assemblée nationale, arguments utilisés pour balayer cette pétition, constituent en réalité un véritable catalogue des travers du système représentatif, travers que nous ne cessons de dénoncer au sein du collectif pour l'instauration du référendum libre et souverain. Par ailleurs, nous verrons également que les différents éléments contenus dans cette réponse prévisible de la Commission des lois confirment la pertinence du contenu de notre propre pétition, d'une part, et la justesse de nos opinions, de nos options stratégiques, d'autre part. Alors voici tout d'abord la présentation de cette demande. Il convient tout d'abord de rappeler que le droit de pétition générale n'est pas formellement inscrit dans la Constitution, mais qu'il est défini par l'article 4 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Ce soi-disant droit n'est donc pas issu d'une quelconque volonté populaire portée par sa soi-disant représentation, mais il n'a été que subrepticement concédé au peuple de façon bureaucratique par des mandataires de l'exécutif. C'est dire combien ce droit n'existe qu'en catimini et qu'il n'accède pas à la plus haute légitimité possible du système oligocratique, celle de l'Assemblée nationale. Il ne manquerait plus à ce tableau peu démocratique que ce droit soit interdit de publicité, à l'image par exemple de l'ancienne loi sur les objecteurs de conscience, permettant ainsi à l'oligocratie de se parer d'un simulacre de vertu citoyenne tout en légiférant pour que cette dernière ne puisse pas nuire à ses intérêts. Concrètement, et à supposer qu'elle soit saisie par des pétitionnaires avertis de leur pseudo-droit, le pouvoir de la Commission des lois dans ce domaine confine à l'arbitraire au mieux, voire à l'impuissance au pire. Cette commission a en effet trois possibilités lorsqu'elle est saisie d'une pétition. Première possibilité, classer purement et simplement la pétition, c'est-à-dire la rejeter, ce qui est le cas de la pétition de l'association Article 3 dont nous parlons. Ceci tout en restant libre de son argumentation et sans recours possible. Deuxième possibilité, elle peut renvoyer celle-ci à une autre commission permanente, à un ministre ou à un médiateur de la République pour nourrir leurs réflexions. C'est le terme généralement employé. La troisième possibilité, c'est de soumettre la pétition à l'Assemblée. Il est à noter que cette troisième possibilité, très rarement utilisée, existe néanmoins et peut constituer de fait une fenêtre juridique qui, dans le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire une demande de modification de la Constitution, pourrait permettre d'activer l'article 89 par une saisine des 2/3 du Parlement en vue de ratifier en son sein cette modification ou de la proposer par voie de référendum.
Au-delà de l'autosatisfaction d'un groupuscule alternatif de voir sa proposition lue en diagonale par la révérée commission des lois, nous devons bien être conscients que le jeu est d'autant plus facile pour cet organe oligocratique que la pétition présentée n'est signée que par quelques milliers de citoyens. Il en irait naturellement autrement si elle était signée par plusieurs centaines de milliers de citoyens. Il est un fait que présenter une pétition aussi peu soutenue par les citoyens, c'est fournir le bâton pour se faire battre, et c'est également s'exposer à se faire ridiculiser par une argumentation arrogante et donneuse de leçons dont nous allons découvrir l'archétype en lisant la suite de la réponse que la commission des lois a donnée à l'association demandeuse. La stratégie du collectif RLS, Référendum libre et souverain, la nôtre, est bien différente de ce point de vue car nous avons prévu d'attendre d'avoir un nombre significatif de signatures avant de soumettre notre pétition à la commission des lois, si tant est que nous décidions d'utiliser ce canal. En réalité, l'association article 3, au-delà de l'insuffisance démocratique des paramètres de son référendum d'initiative citoyenne, RIC, se soucie peu, en termes de stratégie, de faire adopter sa réforme constitutionnelle par voie de référendum, mais au contraire lorgne manifestement à travers cette fenêtre juridique oligocratique de l'article 89 qui permet de modifier la Constitution en se passant de l'avis du peuple. Autrement dit, l'association article 3 se satisferait très bien de faire adopter son référendum en toute matière par la voie parlementaire uniquement. Du coup, nous comprenons mieux pourquoi article 3 ose présenter une pétition aussi peu signée dans la mesure où un nombre important de citoyens ne lui est pas nécessaire pour ce type de stratégie. Cette constatation factuelle valide sans ambiguïté les critiques amicales que nous avons déjà formulées à l'encontre de ce mouvement qui n'a rien de démocratique puisqu'il envisage, sans état d'âme, l'instauration d'un dispositif référendaire porté par une infime minorité de citoyens. De ce premier niveau d'analyse, nous tirons deux principes fondamentaux. Premièrement, tout dispositif de référendum citoyen doit être proposé par un nombre important de citoyens. Deuxièmement, ce dispositif de référendum ne peut être instauré que par voie référendaire. Alors, voyons maintenant les arguments mis en avant par la commission des lois pour rejeter cette demande. Par ce paragraphe, la commission des lois fait preuve soit d'incompétence, soit de mépris vis-à-vis des pétitionnaires. En effet, elle ne saurait ignorer que la pétition est typiquement d'ordre constitutionnel et que des révisions de la Constitution ont déjà été opérées via l'article 11. Alors, ce fut le cas notamment en novembre 1962 pour soumettre une révision de la Constitution en vue de l'élection du président de la République au suffrage universel direct, et en avril 1969 pour un projet de révision de la Constitution sur la régionalisation, la réforme du Conseil économique et social et la réforme du Sénat. Que dire également de la leçon d'éducation civique pour les nuls que la Commission prétend donner aux pétitionnaires novices, à propos du dispositif de référendum d'initiative partagée. Que dire sinon que ce petit cours improvisé semble s'adresser plus à des élèves de 3e qu'à des citoyens adultes,
responsable et porteur d'un projet de révision constitutionnelle. Notre analyse penche naturellement pour la deuxième option, c'est-à-dire non pas celle de l'incompétence, mais plutôt celle de la volonté manifeste d'infantiliser le pétitionnaire, volonté encouragée, il faut bien le dire, par le caractère succinct et rudimentaire de la pétition, pétition limitée à la revendication d'un référendum d'initiative citoyenne dit en toute matière, sans même que soient précisées les caractéristiques détaillées de l'environnement juridique qui devra le déterminer. Nous voyons bien que dans ces conditions, la commission des lois a vraiment beau jeu de traiter les pétitionnaires de haut, sans craindre par ailleurs de développer des arguments empreints tour à tour de mauvaise foi ou de contre-vérité. La suite de la réponse de notre commission ne fait d'ailleurs que vérifier cette posture. En effet, que nous dit-elle ? Alors la première chose qui nous frappe à la lecture de ce paragraphe, c'est que la commission des lois, en parlant imprudemment d'insécurité juridique, a perdu là une belle occasion de se taire. En effet, ce phénomène d'insécurité juridique n'a pas besoin de l'existence de la pétition de l'association article 3 pour avoir à se manifester. Il est même tout au contraire un produit quasi naturel du système oligocratique actuel qui produit des lois à la chaîne, telle une usine infernale privée de tout contrôle. Ce système, qui a porté aujourd'hui le nombre des règles coercitives françaises à plus de 140 000, règles qui sont par ailleurs loin d'être parfaitement harmonisées entre elles, ce qui devrait inquiéter la commission des lois. Car pour ce qui concerne cette fameuse insécurité juridique qu'elle prétend redouter, soi-disant, force nous est de constater que nous la subissons déjà aujourd'hui et de façon aggravée, chaque jour, un peu plus dans le système actuel. Cette fameuse insécurité juridique est même en passe de devenir un des principaux problèmes de notre organisation sociétale, si l'on en croit non pas les contestataires du système démocratique, mais des représentants patentés de ce même système. À ce propos, il n'est pas inutile de rappeler que la Cour européenne des droits de l'homme elle-même s'y est intéressée déjà depuis un certain temps, puisqu'elle l'a appliqué dans ses arrêts Sunday Times du 26 avril 1979 et Entrich du 22 septembre 1994, en exigeant notamment précision et prévisibilité de la loi. C'est ainsi que cette notion de sécurité juridique tend à devenir un véritable principe du droit qui aurait pour objectif de protéger les citoyens contre les effets secondaires négatifs de ce même droit, et en particulier les incohérences ou la complexité des lois et règlements, aussi bien que leurs changements trop fréquents. Plus près de nous d'ailleurs, M. Jean-Jacques Hyest, ancien président de la commission des lois du Sénat, avait dénoncé en 2011 la complexité de la loi en citant notamment la loi Bachelot sur la santé qui avait nécessité à l'époque l'écriture de pas moins de 180 décrets, pas toujours cohérents entre eux, et plus encore la loi organisant l'expérimentation de tests ADN pour tous les candidats au regroupement familial, dont l'amphigourisme de la rédaction avait rendu sa mise en œuvre tout simplement
impossible. Madame Yaël Braun-Pivet, actuelle présidente de la commission des lois, ferait donc bien de balayer devant sa porte avant de parler de risque d'insécurité juridique à propos de cette proposition de référendum citoyen. Mais il faut bien reconnaître que la mauvaise foi de la commission des lois est malheureusement encouragée de ce point de vue par le rédactionnel particulièrement mal fagoté de la proposition de l'association article 3, qui ne précise pas, au contraire de celle du RLS, qui ne précise pas le caractère souverain de son référendum citoyen, laissant ainsi le champ libre à l'objection de cette fameuse difficulté d'harmonisation avec les normes juridiques préexistantes, qu'elles soient de niveau national, européen ou international. Or, il est bien évident qu'en posant le principe de souveraineté du référendum citoyen, comme nous le faisons nous au sein du collectif pour le référendum libre et souverain, le RLS, il est bien évident que d'une part, toute décision législative issue d'un tel référendum devrait emporter de facto et mécaniquement l'abrogation de toutes les lois et règlements devenus incompatibles avec la décision adoptée par le peuple, et que d'autre part, aucune autre action législative, hormis un autre référendum citoyen, ne pourrait modifier ultérieurement cette décision. Pour ce qui concerne les traités européens et internationaux, il est également bien évident que si une décision adoptée par un référendum citoyen venait en contradiction avec les dispositions d'un ou plusieurs d'entre eux, ceux-ci seraient de facto et mécaniquement dénoncés. Afin que le citoyen, appelé à se prononcer par référendum, bénéficie d'une information complète et objective sur les conséquences de son vote, nous proposons, au sein du collectif pour l'instauration du RLS, nous proposons même que l'une des missions de la commission des lois soit de lister elle-même, au préalable, toutes ces incidences mécaniques, quel que soit leur nombre et leur ampleur, et que cette liste soit annexée à chaque proposition particulière de référendum. Nous voyons donc bien que l'absence de cette exigence constitue l'une des lacunes principales de la proposition présentée par l'association article 3, et que c'est ce qui n'a pas manqué de la fragiliser lors de son examen par la commission des lois. Un dernier mot enfin sur ce chapitre, pour rappeler encore une fois l'importance de notre principe incontournable de supériorité du vrai référendum citoyen, c'est-à-dire du RLS, sur tout autre mode de décision légale, et ce contrairement au référendum façon article 3, dont rien n'empêche qu'il soit retoqué, voire même désavoué, par une décision oligocratique ultérieure. Dès lors, la commission des lois aurait très bien pu s'en tenir là, pour ce qui était de l'exposé des motifs qui, à ses yeux, justifiaient de renvoyer les imprudents pétitionnaires à leurs chères études. Mais, au contraire, et s'enhardissant dans une philosophie dialectique du droit, elle s'est estimée fondée à pousser encore un peu son avantage et à se lancer dans des commentaires constitutionnels, faisant fi par là même du fameux principe de Peter qui dit que dans toute hiérarchie, chaque niveau tente un jour vers son seuil d'incompétence. Ce seuil semble bien aujourd'hui avoir été atteint par ce groupuscule de 72 personnes, la commission des lois, qui ne craignent pas d'écrire ce qui suit.
Il ressort de cette argumentation deux éléments qui, selon ce groupuscule parlementaire, rendraient difficile, voire impossible, l'instauration du référendum citoyen. Premièrement, l'interdiction du mandat impératif et, deuxièmement, la prétendue limitation constitutionnelle des sujets pouvant être abordés par référendum. En étudiant par le détail le ressort de ces deux arguments, nous allons pouvoir constater à quel point ils témoignent d'une méconnaissance manifeste de la Constitution par notre commission des lois. Ce qui, vous en conviendrez, peut paraître surprenant, voire scandaleux, mais en fait qui s'explique très bien dans la mesure où ce petit groupe oligocratique se considère suffisamment puissant et éminent pour qu'il ne lui soit pas imaginable qu'une petite poignée de simples citoyens ordinaires ait l'outrecuidance de chercher à vérifier ses assertions et pourquoi pas de dénoncer ses erreurs. Tout d'abord, sur le mandat impératif. Rappelons que ce terme de mandat impératif désigne un engagement contracté par un élu envers ses électeurs afin de tenter de faire aboutir un programme donné. Ce mandat pouvant même s'assortir d'une clause révocatoire si la mission de l'élu est jugée mal accomplie par les électeurs. Le mandat impératif a toujours été effectivement interdit par les constitutions qui se sont succédées depuis 1791. Cette interdiction constitue même l'un des fondements principaux de l'oligocratie ou, si on préfère, de la démocratie représentative. Ce rejet du mandat impératif avait d'ailleurs été déjà posé par Sieyès comme une base incontournable de la nouvelle organisation sociétale lors de son fameux discours du 7 septembre 1789 devant l'Assemblée nationale constituante. Mais que l'on soit d'accord ou pas avec ce principe d'interdiction, ce principe existe. Et ça, c'est tout à fait exact. Mais le problème, c'est que ce principe n'a rien à voir, n'a absolument rien à voir avec celui du référendum. Et que historiquement, mandat impératif et référendum n'ont jamais été opposés comme étant deux principes incompatibles par aucune juridiction antérieure, sauf il y a un mois par la jeune commission des lois de Madame Brown-Pivet. Comparer une décision souveraine adoptée par un peuple tout entier avec une instruction donnée par les électeurs d'une circonscription à leur élu pour qu'ils tentent de faire aboutir un programme, c'est manifestement ne pas savoir lire la Constitution ou bien faire exprès de mal la lire. Voici pour la première incompétence. Deuxième point. La prétendue limitation constitutionnelle des sujets pouvant être abordés par un référendum. Nous apprenons avec étonnement, mais nous l'apprenons d'après les dires de la Commission des lois, que la révision constitutionnelle de 1995 a écarté un certain nombre de sujets du champ du référendum. Voilà un débat fort intéressant que la Commission des lois semble trancher bien imprudemment, alors que le flou constitutionnel sur ce sujet est admis par tous, Conseil constitutionnel inclus. Alors, ne pouvant dès lors se baser sur un fondement juridique précis, notre Commission des lois invoque une soi-disant tradition qui réserverait au Parlement, et en écarterait donc du champ référendaire, certains sujets tels
la défense, la justice, les libertés publiques, les lois de finances, les sujets de société. Nous noterons au passage que cette référence à la tradition est bien peu en accord avec le droit français, qui n'est absolument pas un droit coutumier, mais, comme chacun le sait, un droit écrit. Voilà pour la deuxième incompétence. Mais plus précisément, et concernant le contenu même de cette révision constitutionnelle du 4 août 1995, celle-ci intervenant au travers de la modification de l'article 11, cette modification étend le champ d'application du référendum défini jusqu'alors par le seul article 89. Donc, bien loin d'établir une restriction comme le prétend notre commission des lois, cette révision constitutionnelle de 1995 instaure au contraire un élargissement du champ référendaire. Voilà pour la troisième incompétence. Mais loin de se contenter de ces assertions hasardeuses, la commission des lois persiste et signe en établissant de son propre chef cette liste de sujets interdits soi-disant de référendum. Défense, justice, liberté publique, loi de finances, sujet de société. Liste qu'on ne retrouve bien entendu nulle part, ni dans la Constitution de 1958, ni dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, ni dans le préambule à la Constitution de 1946, ni dans la Charte de l'environnement de 2004, ni dans aucun de nos 72 codes juridiques constituant l'ensemble du corpus législatif de la France. Voilà une quatrième incompétence. Il nous serait malheureusement facile d'enfoncer encore un peu plus notre pauvre commission des lois en extrayant à la volée de sa blacklist référendaire des sujets qui manifestement n'ont rien à y faire. Comme par exemple le sujet loi de finances, qui relève manifestement de ce qu'on peut appeler l'organisation des pouvoirs publics, les réformes relatives à la politique, des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et des services publics qui y concourent, tels que précisément définis en tant que domaine d'application du référendum dans l'article 11. Même chose pour le sujet de liberté publique. Libertés qui sont elles-mêmes définies par la Constitution, au travers notamment de la DDHC, et que l'article 89 permet de modifier depuis longtemps. Mais nous arrêterons ici notre critique du texte de la Commission des lois, en manifestant néanmoins une certaine indulgence pour des élus, la plupart fraîchement débarqués dans la difficile profession d'oligocrate, et dont la compétence sera certainement perfectible en vue d'une prochaine occasion. Mais il reste toutefois un point sur lequel nous ne pouvons fermer les yeux et absoudre ces parlementaires novices, celui de la leçon de morale politique qu'ils prétendent nous donner, qu'ils prétendent donner aux citoyens, en doutant par avance de la vertu de ce qu'ils nomment de façon méprisante les consultations populaires. Ainsi, d'après notre commission des lois, il ne faudrait pas prendre le risque d'organiser des consultations populaires sur des sujets pouvant prêter à la démagogie. Cette prise de position éminemment politique est inadmissible de la part d'une instance dont la vocation n'est pas de définir le sens du terme démagogie, ni de déterminer le type de questions bonnes ou pas bonnes à poser au peuple. Cette posture de la Commission des lois est typique de la dictature de la pensée élitaire,
celle-là même qui faisait dire à Emmanuel Joseph Sieyès en 1789 « Il ne faut pas demander l'avis au peuple, parce que le peuple n'a ni le temps ni l'instruction nécessaire pour s'occuper de faire les lois. » Eh bien, d'après le groupuscule oligocratique de la Commission des lois, rien n'a changé depuis 1789. Il y a toujours des questions qui doivent être traitées que par une minorité éclairée et qui ne doivent pas être soumises à l'avis du plus grand nombre. Ceci est ni plus ni moins qu'une déclaration de guerre en bonne et due forme au concept même de référendum. Nous sommes bien là, aux antipodes de la démocratie, nous sommes en réalité en pleine élitocratie. En guise de conclusion, pour notre part, nous tirerons deux enseignements principaux de ces péripéties constitutionnelles. Premièrement, que le RLS, le référendum libre et souverain que nous prônons, ne devra être présenté à la Commission des lois qu'accompagné d'au moins 100 000 signatures. Deuxièmement, que le RLS, le référendum libre et souverain, devra insister sur son caractère souverain, c'est-à-dire que tout RLS devra annexer à la question posée la liste des modifications des normes juridiques existantes que son approbation entraînerait. La Commission des lois sera alors elle-même chargée d'effectuer la vérification et la validation de cette liste. Et nous la remercions par avance de bien vouloir effectuer cette mission au service des citoyens.